C'est historique, après 10 jours d'offensive d'HS, le régime de Bachar el-Assad vient de s'effondrer et c'est la fin de 50 ans d'oppression de la famille Assad sur l'ensemble du pays et du peuple syrien. Selon certaines sources, Bachar el-Assad aurait fui la capitale Damas et même selon d'autres sources, son avion aurait été abattu au-dessus de Homs et toute sa famille et lui seraient morts. Mais ceci est encore à confirmer. Ce qui est sûr, c'est que c'est la fin de Bachar el-Assad et on assiste à travers toute la Syrie à des scènes de liesse. On voit des gens tirer des feux d'artifice, on voit des statues aussi bien d'Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, et de Bachar se faire renverser. On voit aussi les prisons se faire libérer, des prisons de femmes, des prisons avec des détenus politiques dont certains sont en prison depuis les années 90. Mais maintenant, la question qui se pose est quelle va être l'après-Syrie après une victoire aussi phénoménale. Alors, il est important de préciser que la victoire est surtout celle de HTS, ce groupe Hayat Tahrir al-Sham qui est né en 2017 après la fuite de nombreux groupes rebelles et groupes djihadistes dans la poche d'Idlib après la chute d'Alep en décembre 2016. Et ce groupe, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, est un ensemble de différents groupes djihadistes syriens, mais aussi rebelles, mais aussi nationalistes, qui depuis 2017, sous la coupe de Al-Joulani, un ancien chef du front Al-Nosra en Syrie, s'est petit à petit normalisé et essaye aujourd'hui de se présenter comme la force alternative en Syrie pour prendre le contrôle du pays. Parce que c'est là où la question va se poser dans les semaines, dans les mois à venir, c'est comment est-ce que la Syrie va se départager. Parce que pour l'instant, la force principale née de cette victoire, c'est comme on l'a dit, HTS avec Al-Jolani qui contrôle grosso modo Idlib, Alep, Hama, Homs et bientôt Damas. Et aussi, par conséquent, la côte syrienne sur la mer Méditerranée avec les ports de Tartous et de Latakia. Mais on a aussi les forces démocratiques syriennes à l'est du pays, qui contrôlent plus la région de Raqqa, qui sont des groupes kurdes, notamment avec le YPG et le YPJ, qui sont des groupes qui luttent pour l'indépendance du Rojava, donc l'indépendance du Kurdistan, qui, par conséquent, de par leur inimité historique avec la Turquie, vont probablement rentrer en clash avec les armées proxy turques dans la région, qui sont par exemple l'armée nationale syrienne, qui est un mélange de milices qui sont pour le coup complètement rattachées aux intérêts de la Turquie, ainsi que l'ASL, donc l'armée syrienne libre. Donc, pour l'instant, c'est l'effervescence, tout le monde se réjouit de la chute d'Assad, mais comme on l'a dit, la question va se poser sur l'après-Assad. Comment est-ce qu'on va voir une normalisation ou non de la crise syrienne? Parce que d'un côté, comme on l'a dit, on a HTS qui a envie de normaliser ses relations, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que quand ils ont pris par exemple une cache d'armes du régime de Assad remplie d'armes chimiques, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils étaient prêts à travailler avec leurs partenaires occidentaux pour justement gérer la transition, notamment de ces armes, mais aussi tout simplement la transition gouvernementale en Syrie. Parce que un homme comme Al-Joulani n'a aucun intérêt à recréer une guerre en Syrie de type guerre civile comme on l'a vu dans les années 2010, mais a au contraire intérêt à se présenter comme étant l'homme fort de la Syrie, capable de gérer l'ensemble du pays, d'où le fait qu'on a vu notamment au travers du gouvernement de Al-Joulani, donc le gouvernement d'HTS, ce qu'on appelle le gouvernement du salut de Syrie, une volonté de venir directement après les offensives dans les rues, commencer à nettoyer les rues, commencer à mettre en place un nouveau gouvernement pour justement assurer cette transition. Mais en même temps, on a la Turquie d'Erdogan qui a été un peu, dans une certaine mesure, surpris par cette offensive qui l'intéresse et qui l'arrange dans une certaine mesure, mais qui a aussi besoin de contrôler les zones qu'elle essaye de contrôler historiquement, à savoir la côte frontalière avec la Turquie, parce qu'elle n'a pas envie que des mouvements comme justement les mouvements kurdes, YPG ou YPJ, s'en part de ces zones que la Turquie essaye de contrôler pour éviter justement une pénétration des groupes kurdes dans la Turquie. Mais aussi, et c'est là où ça va être très intéressant, c'est que va-t-il être des puissances qui depuis 15 ans essayent de se diviser la Syrie? Parce que c'est là la grande question et le grand inconnu aussi, parce que c'est un bouleversement géopolitique majeur au Moyen-Orient, c'est qu'en est-il pour les
alliés de Bachar el-Assad qui maintenant a disparu, mais aussi pour les autres acteurs dans la région, comme la Jordanie, comme Israël, comme le Liban, mais aussi comme les pays du Golfe, etc., etc. Alors, tout d'abord, pour l'Iran, c'est une catastrophe totale. Elle a perdu toute son influence en Syrie pour l'instant, et elle a perdu ce qu'on appelle, entre guillemets, le croissant chiite, donc cet arc que l'Iran essaye de construire depuis plus de 20 ans entre l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban pour approvisionner via une ligne logistique terrestre ces groupes proxy comme par exemple le Hezbollah au Liban. Donc pour l'Iran, c'est une catastrophe totale. Pour la Russie, c'est aussi un coup monumental pour son prestige parce que après 15 ans de soutien de Bachar el-Assad, ils ont perdu leur allié au Moyen-Orient en moins de 10 jours. Mais les Russes, étant pragmatiques, vont très certainement essayer de négocier leur base navale à Tartus et Latakia avec HTS. On va voir comment Al-Julani va réfléchir. Al-Julani est pragmatique, donc il pourrait accepter de garder en échange de faveur de la Russie les bases navales russes sur la côte Méditerranée. Mais en même temps, après plus de 15 ans de bombardements russes sur l'ensemble de la Syrie, après le siège d'Alep qui a été mené par l'aviation russe et qui a fait des dizaines de milliers de morts, ce sera difficile politiquement d'assumer ça auprès du peuple syrien, mais tout reste à voir pour être honnête. Pour Israël, c'est, on va dire, un avantage assez important parce que ça permet d'un côté de limiter l'influence de l'Iran dans la région, mais aussi de l'autre, ça casse complètement les lignes logistiques de l'Iran en Syrie, qui en général venait apporter de l'aide au Hezbollah au travers justement des lignes logistiques qui passaient à travers la Syrie. Mais en même temps, de l'autre côté, Israël, aussi bien d'ailleurs que les pays occidentaux ou l'Amérique, se pose des questions sur l'après. Euh, Justement, HTS, est-ce que ce groupe va devenir un groupe islamique ennemi des intérêts occidentaux ou au contraire un groupe qui va accepter d'être en partenariat avec les puissances occidentales, avec les États-Unis, mais aussi avec Israël. Donc pour l'instant, Israël ne sait pas trop comment se préparer par rapport justement à cette transition. Pour le Liban et la Jordanie, c'est difficile pour l'instant de dire quoi que ce soit. La Jordanie s'inquiète d'une déstabilisation à nouveau de la Syrie à sa frontière. Le Liban, malheureusement, après la guerre qu'elle a eue avec Israël, est dans une situation très compliquée et le pouvoir est aussi bien complètement désarçonné par ce qui s'est passé euh, au Liban lors de la guerre avec Israël ces derniers mois, mais aussi tout simplement avec une crise de réfugiés réciproque entre des Libanais qui fuient en Syrie à cause de la guerre avec Israël, mais des Syriens qui pourraient aussi venir au Liban à cause de une potentielle guerre, mais en même temps, si la situation se normalise, on pourrait arriver justement à une forme de restabilisation au moins des frontières libanaises, avec aussi potentiellement un départ de réfugiés syriens euh, en Syrie. Mais tout ça reste encore à voir. Et après, il reste les pays du Golfe. Les pays du Golfe avaient été, on va dire, relativement pragmatique par rapport à la situation en Syrie. À un moment, ils ont essayé en tout cas le Qatar, ont essayé de réintégrer Bachar el-Assad dans le concert des nations arabes. Mais récemment, au forum de Doha, le cher Al-Thani du Qatar a dit que Bachar n'a fait aucun effort pour se réconcilier avec son peuple, aucun effort pour créer des liens diplomatiques, et qu'entre guillemets, c'est pas ce qu'il a dit, mais en substance, c'est un peu ça l'idée du discours, s'est mis à mal justement avec son peuple et par conséquent, paye un peu les 10 ans de non-volonté de dialoguer avec son peuple et avec les partenaires. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, étant donné que, et c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte, c'est que, étant donné que le régime de Bachar el-Assad n'était rien d'autre qu'un régime mafieux, c'était même pas un régime, c'était littéralement une mafia qui était plus une usine à Captagon, donc des amphétamines, kétamines, qui étaient vendues à travers l'Europe plutôt qu'un véritable régime politique. Euh, Aucun partenaire n'a jamais voulu reconstruire la Syrie. Même les Chinois, qui à un moment ont voulu racheter un des aéroports en Syrie, après quelques mois se sont rendus compte que Bachar n'était en aucun cas un partenaire viable et fiable avec qui discuter et créer des liens, parce que Bachar n'était qu'un chef de gang mafieux qui était plus intéressé à se maintenir au pouvoir et
vendre de la drogue que vraiment reconstruire son pays. Donc même les Chinois se sont retirés. Donc c'est pour ça que les pays du Golfe, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, n'attendent qu'un moment, c'est de se réinvestir en Syrie et reconstruire le pays. Donc c'est ça qu'on va voir dans les mois, dans les semaines et bien évidemment dans les années à venir, de savoir si oui ou non le régime de Bachar el-Assad va être remplacé par un gouvernement qui va normaliser ses relations avec son peuple, mais aussi avec ses voisins et avec les puissances occidentales, mais aussi avec la Chine et potentiellement aussi avec la Russie. Encore qu'il est à voir, parce que comme je l'ai dit, il y a quand même un passif et un passé très très dur entre le peuple syrien et la Russie et le peuple syrien et l'Iran. Mais étant donné que la géopolitique, en général, se résorbe d'elle-même et heu, les leaders au pouvoir sont assez pragmatiques, on pourrait arriver à une forme de normalisation. Cette normalisation va se poser aussi en termes de droits civiques. Que va faire, HTS? HTS, à plusieurs reprises, a dit vouloir protéger les minorités chrétiennes et yézidis. Pour l'instant, on n'a vu aucune exaction commise, par les hommes d'HTS contre, les minorités chrétiennes. Mais encore une fois, il faudra voir comment les choses vont évoluer. Mais Al-Joulani a répété à de nombreuses reprises qu'il voulait défendre les minorités aussi bien chrétiennes, yézidis, mais aussi musulmanes comme les alaouites, comme les chiites, etc., etc. Donc c'est ça qu'on va voir dans les années à venir, dans les mois à venir. Mais la dernière chose dont j'ai envie de parler, parce qu'on a oublié d'en parler, mais on va en parler maintenant, c'est la Turquie, comment la Turquie va profiter justement de cette prise d'influence dans la région, parce que même si HTS n'est pas contrôlé directement par la Turquie a des moyens de faire pression, notamment au travers des comptes en banque de HTS en Turquie, mais aussi au travers du soutien armé que la Turquie a pu apporter à HTS. La Turquie a des moyens de pression sur HTS et du coup, pour l'instant, la Turquie essaye de profiter de la situation, notamment au travers de l'armée nationale syrienne, pour étendre sa zone d'influence et éviter la progression des mouvements kurdes dans l'ouest du pays. Mais encore une fois, tout ça est à voir. Donc pour l'instant, on assiste entre guillemets à une forme de balkanisation de la Syrie. Bon, balkanisation qui était déjà là depuis 20 ans, hein, c'est important de le préciser. Mais on va dire que la chute de Bachar el-Assad va un peu dégeler les tensions qui pouvaient exister entre certains groupes et certains groupes qui se sont unis pour défaire Bachar el-Assad. Donc maintenant, on va voir si oui ou non HTS va réussir à normaliser ses relations avec aussi bien les Kurdes que les Alaouites, que l'armée nationale syrienne, que les forces démocratiques syriennes, etc., etc. Comment la Turquie va gérer aussi tout ça de son côté. Mais le plus important à retenir, je pense, c'est que ni HTS, ni la Turquie, ni dans une certaine mesure d'ailleurs les forces démocratiques syriennes qui sont soutenues par les États-Unis, ont un intérêt à voir une nouvelle guerre syrienne exploser et vont, je pense, après voilà, je ne suis pas avec géopolitique boule de cristal, mais je pense vont essayer au maximum de trouver un compromis pour que la Syrie puisse redevenir un État viable et commencer petit à petit la reconstruction de la Syrie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous, mettez des commentaires si vous le désirez pour me poser des questions et je reviens très vite pour une nouvelle vidéo.